Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec M. Manuel Lafont-Rapnil, le directeur du bureau de Paris de CFR, un think tank européen, sur les enjeux de politique internationale. On va lui parler sur les élections présidentielles en France, dont le premier tour va se dérouler dimanche 23 avril. Comme M. Lafont est actuellement à Paris, on va faire l'entretien sur Skype. Bonjour M. Lafont. Bonjour. Bienvenue. On sait que ce dimanche, 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour. Et ils pourront choisir parmi les 11 candidats officiels. Mais au fond, on sait qu'il y a 4 candidats principaux, à savoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, commençons par Emmanuel Macron. Macron, il est ni de gauche ni de droite, le candidat le plus jeune, ancien ministre, le leader du mouvement qui s'appelle En Marche. Qui est-il? Qui est Emmanuel Macron? Quelles sont ses promesses? Quel est son projet et qui le supporte? Alors, Emmanuel Macron dit plus qu'il est ni de droite ni de gauche, il dit qu'il est et de droite et de gauche. Il veut le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. À une époque, il disait qu'il était pour rassembler les progressistes de droite et les progressistes de gauche contre les conservateurs de droite et les conservateurs de gauche. Donc, ce qu'il défend, ce qu'il propose, c'est un agenda de réforme vers plus d'ouverture. C'est comme ça que lui le dit en tout cas. Il incarne ça, il incarne ce projet de réforme, de modernisation, d'ouverture. Ses adversaires de gauche disent de libéralisation. Ses adversaires de droite disent que c'est de la fausse modernisation. Et il incarne surtout le renouvellement. Il a effectivement un mouvement politique qui s'appelle En Marche, mais qui est un mouvement qui a été créé il y a très peu de temps par lui. D'ailleurs, En Marche, c'est EM, comme Emmanuel Macron. Et ce n'est pas un parti politique classique. Il affirme que ce n'est pas un parti politique classique. Et à l'intérieur de ce mouvement, il y a aujourd'hui des gens qui viennent aussi bien du Parti socialiste que des différents partis du centre, qui en France ne sont pas les partis les plus importants, mais ont une réalité dans certaines régions de France, et les Républicains. Lui met donc en avant cette idée qu'il incarne le renouvellement. Ses adversaires disent qu'au contraire, il est un peu la continuité des 5 ans de François Hollande, puisqu'il a été d'abord le conseiller de François Hollande, puis le ministre de l'économie de François Hollande, jusqu'au moment où il est parti justement pour créer son propre mouvement politique et préparer sa candidature. Et selon les sondages, on voit que Emmanuel Macron a pu convaincre le peuple avec ses promesses, n'est-ce pas? Alors, c'est assez frappant puisque au tout début de la campagne, il apparaissait comme un outsider et maintenant c'est lui qui est en tête des sondages, en tout cas pour les derniers. Et donc effectivement, il a réussi à convaincre beaucoup de gens qu'il était une option sérieuse et une option préférable. Ce qui est frappant, c'est que quand on regarde le détail des sondages, c'est toujours compliqué en ce moment, les sondages, on ne sait pas très bien ce que ça vaut, mais ça n'est pas que les sondages qui montrent ça. Aussi, beaucoup de gens soutiennent et veulent voter Emmanuel Macron un peu par défaut, parce qu'ils ne savent pas très bien pourquoi voter d'autres. Et donc, il a réussi à convaincre les gens de voter pour lui, sans doute dimanche, de façon importante. Il sera sans doute au deuxième tour, mais même s'il n'y est pas, il fera sans doute un score très important pour quelqu'un qui crée un parti politique comme ça et qui est quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi nouveau. Il n'a jamais été élu pour l'instant. Mais les gens le soutiennent aussi parce qu'ils ont l'impression que dans l'offre politique, il manque quelque chose et donc il n'y a pas une adhésion et un enthousiasme de tous les gens qui vont voter pour lui. Il y a une adhésion et un enthousiasme d'une partie de la population et il y a aussi un raisonnement plus rationnel, plus raisonnable, plus calculateur de la part de beaucoup d'autres. Par exemple, les gens qui à droite sont déçus par la candidature de Fillon ou les gens qui à gauche ont peur d'un second tour qui opposerait François Fillon à Marine Le Pen et qui veulent avoir une meilleure option au second tour. Donc, deuxièmement, on a Marine Le Pen, le candidat de l'extrême droite.
Elle est connue pour son discours rigide, nationaliste, voire raciste contre les immigrés et les musulmans. Donc, pourriez-vous nous expliquer un peu qui est Marine Le Pen, quelles sont ses promesses, quel est son projet? Alors, Marine Le Pen, elle est connue pour ce que vous dites, et en même temps, elle est connue aussi pour être, elle est la fille de Jean-Marie Le Pen, qui était historiquement, depuis des décennies, le leader du Front National, de l'extrême droite en France. Elle était déjà candidate il y a 5 ans, mais avant, c'était son père le candidat aux élections présidentielles. Et elle a justement renouvelé et essayé de modifier un peu l'image du Front National. Elle a essayé de le transformer pour qu'il ait moins cette image d'un parti raciste, anti-immigré, etc. Elle a quand même, évidemment, un discours très, très marqué par les sujets identitaires, par son refus et sa critique de l'immigration, le lien qu'elle fait entre l'immigration et le terrorisme. Il y a encore eu manifestement un attentat terroriste hier sur les Champs-Élysées. Elle a immédiatement fait un lien avec l'immigration. Elle est aussi connue, et c'est un des sujets qui a été important dans la campagne cette année, pour sa position très anti-européenne. Elle souhaite sortir de Schengen, qui est l'accord qui permet à certains Européens de traverser les frontières sans visa et sans même contrôle aux frontières. Mais surtout, elle est connue pour vouloir sortir de l'euro et même probablement de l'Union européenne, puisque ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut une transformation de l'Union européenne, et que si les partenaires européens ne veulent pas faire cette transformation, dans ce cas-là, ce qu'elle proposera aux Français, c'est simplement une sortie, un Frexit, comme il y a aujourd'hui un Brexit. Donc voilà un peu ce que sont ses propositions principales aujourd'hui. Donc, vous avez déjà dit, la campagne de Marine Le Pen, il était basé sur un discours anti-européen, et on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'une victoire de Marine Le Pen. Donc, est-ce que la candidature de Marine Le Pen a changé la campagne des élections? Alors, c'est très frappant, effectivement, de voir que un certain nombre de sujets mis en avant par Marine Le Pen, en fait, comme la sortie de l'euro, sans même parler de la sortie de l'Union européenne, sont en fait un facteur d'inquiétude chez beaucoup de gens qui quand même sont prêts à voter pour elle. Donc il y a quelque chose d'un peu difficile à expliquer ici, il faudrait creuser un peu plus précisément, mais il faut voir que cette inquiétude que suscitent ces propositions, notamment en matière économique, en matière de politique européenne, ces inquiétudes probablement expliquent la difficulté qu'elle a à devenir une candidate crédible pour le deuxième tour. Elle a très longtemps été en tête des sondages pour le premier tour, mais aucun des sondages sur le deuxième tour ne l'a donnée gagnante. Une des difficultés traditionnelles du Front National, c'est d'arriver à 50% de la population, de trouver des voteurs supplémentaires entre les deux tours. Au premier tour, là, peut-être qu'elle peut envisager un score à 25%, 30% serait extraordinaire, mais au-delà de 30%, au premier tour, ça serait difficile, mais surtout passer de 30 à 50 paraît très très compliqué pour elle. Donc, si vous voulez, continuons par François Fillon, le candidat des Républicains, de la droite et du centre. Même Nicolas Sarkozy et Alain Juppé aussi soutiennent François Fillon. Mais pendant la campagne, concernant François Fillon, on n'a parlé que l'affaire Penelope Gate, l'emploi fictif de l'épouse de Fillon. Donc, comment cette affaire-là a eu une influence sur la campagne de François Fillon, et est-ce que, selon les sondages, est-ce que le nombre de voix pour Fillon est en décroissance? Alors, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a un emploi fictif pour sa femme, mais effectivement, il y a une enquête. Il y a un certain nombre de révélations faites par la presse autour de François Fillon et de son mode de vie et de l'argent qu'il dépense et de comment il a organisé ses revenus. Et effectivement, ça lui a coûté dans les sondages très rapidement. En quelque sorte, c'était le favori quand il a gagné la primaire de la droite et du centre. Il était très très haut dans les sondages et il avait gagné largement la primaire de la droite et du centre. Donc on s'attendait à ce qu'il fasse la course en tête. Et puis ces révélations sont arrivées assez vite. Et d'une part, elles lui ont coûté des points dans les sondages. Et d'autre part, en effet, elles ont
pollué la campagne. Ça a été très difficile de parler de sujets de fond, et pas uniquement de son programme à lui, mais des programmes de la plupart des candidats. Cette campagne a été assez brève, et pour la plupart, on commence maintenant à avoir une idée un peu plus précise de ce que sont les programmes des candidats. On va parler de Mélenchon dans un instant. Lui aussi, son programme a longtemps été assez peu discuté. Ce que propose François Fillon, on a quand même parlé un peu de son programme, et un certain nombre de sujets qui, sans doute, ont rendu aussi sa candidature un peu plus difficile. Il a une politique économique qu'il propose qui est très libérale, avec des réformes très fortes. Et d'ailleurs, il dit qu'il faut que ces réformes soient fortes et soient aussi brutales et rapides que possible. Il souhaite pas passer par le Parlement. Il veut que le Parlement lui donne la possibilité au gouvernement de décider par ordonnance. Et il veut réformer la sécurité sociale, le marché du travail. Il veut supprimer un énorme nombre de fonctionnaires. Et ça, ce sont des mesures dont on a beaucoup parlé. On a aussi un peu parlé de ce qu'il propose en politique étrangère, parce qu'il a une position, il critique la politique du gouvernement actuel, du président Hollande, sur la Russie, et il a une position que certains trouvent extrêmement ambiguë, ou en tout cas complaisante, vis-à-vis de la politique étrangère de Vladimir Poutine, que ce soit en Ukraine ou en Syrie. Et là aussi, on a parlé un peu de fond quand même, à propos de ces deux sujets. Malgré tout, l'ensemble du parti, les Républicains, ou presque, soutient François Fillon, et c'est une famille politique qui n'a pas vraiment d'alternative autre que voter pour François Fillon au sein de la campagne actuelle, en tout cas d'alternative crédible. Et donc, dans les sondages, François Fillon est pas très loin des deux premiers dont on a parlé. Pour l'instant, les deux premiers sont quelque part entre 20 et 25%, et François Fillon est autour de 20%, et il espère, notamment avec le retour dans les dernières semaines de sujets régaliens, de l'idée qu'il faut quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà une certaine envergure, une capacité d'homme d'État. Il espère profiter de ce contexte pour être capable de devenir le premier ou le deuxième et d'être qualifié pour le deuxième tour de la présidentielle. Et donc on a Jean-Luc Mélenchon aussi, le candidat de l'extrême gauche. On sait qu'il a réalisé une très bonne performance dans les débats, et on sait qu'à la suite des débats présidentiels, Mélenchon a gagné des points dans les sondages. Donc, premièrement, est-ce qu'il a, selon vous, est-ce qu'il a la chance d'être au deuxième tour? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il promet? Quel est son projet? C'est effectivement, en fait, c'est totalement exceptionnel d'avoir à quelques jours du premier tour autant de candidats qui peuvent, de façon réaliste, arriver au second tour. Et effectivement, ils sont à 3 avec François Fillon, ils sont 4 avec Jean-Luc Mélenchon, qui est sans doute celui pour qui ce sera le plus difficile, qui il y a quelques semaines était loin dans les sondages d'être capable de se qualifier pour le deuxième tour, mais qui aujourd'hui n'est plus si loin. Et on sait qu'il y a encore beaucoup d'électeurs qui sont indécis, qui ne savent pas pour qui ils vont aller voter, qui ne savent même pas s'ils vont aller voter. Et bien sûr, l'abstention, pendant très longtemps, on a craint que l'abstention sur cette élection soit très élevée, ce qui est assez paradoxal, puisque normalement, elle est très élevée quand les gens pensent qu'on sait qui va être qualifié pour le deuxième tour. Et là, au contraire, on a une incertitude très forte. Ça peut être Le Pen et Macron, mais ça peut aussi être Fillon ou Mélenchon à la place de l'un des deux premiers. Et évidemment, beaucoup de gens ont peur, soit les gens de gauche d'un face-à-face entre Fillon et Le Pen, soit les gens de droite d'un face-à-face, ou du centre, d'un face-à-face entre Mélenchon ou Le Pen. Et toutes ces options sont plus ou moins possibles. Elles ne sont pas toutes probables, mais elles sont possibles. Et effectivement, Mélenchon a fait une campagne qui lui a permis d'arriver à devenir un candidat crédible. Alors, ces propositions, justement, comme il est arrivé sur la fin, c'est autant par le renouvellement et le style de sa campagne qu'il a réussi à faire parler de lui et à faire cette avancée, que par ses propositions. Ces propositions sont très à gauche. Elles sont pas forcément beaucoup plus à gauche que celles d'un candidat dont on n'a pas parlé, Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, qui est le parti qui est aujourd'hui au pouvoir. Elles sont un peu plus à gauche, sur certains sujets beaucoup plus à gauche. Surtout, la grande différence, c'est l'Europe.
lui considère qu'il faut pouvoir mettre en place dans la discussion avec l'Allemagne pour mettre fin à la politique économique d'austérité de l'Allemagne, il faut pouvoir mettre dans la balance le risque, la possibilité que la France refuse de continuer à rester dans l'Union européenne. Et donc, il a un discours qui varie un peu selon le moment ou la question qu'on lui pose. Il ne dit pas qu'il voudrait sortir de l'Union européenne, mais il dit que si jamais l'Union européenne continue à mener une politique économique d'austérité, dans ce cas-là, il faudra pouvoir dire aux autres, soit vous arrêtez, soit vous prenez le risque que je m'en aille. Et je ne suis pas simplement la Grèce, qui pèse quelques pourcents du PIB de la zone euro, l'Union européenne. Je suis la France, et à la fois économiquement et politiquement, si ça me pose un problème aussi majeur, il faudra que vous en teniez compte. Ça, c'est vraiment la principale proposition dont on a parlé. Après, il a un agenda classique pour la gauche ou l'extrême gauche, très, comment dire, dirigiste sur les questions économiques et sociales. Et en l'occurrence, il a aussi un programme très écologique, très favorable à l'environnement, qui le différencie des trois. Donc, vous avez juste parlé de Benoît Hamon. Donc, je voudrais vous poser une dernière question sur Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste. Dans les sondages, on voit qu'il ne gagne que 8-9% des voix. Donc, pourquoi il n'a pas pu convaincre le peuple avec ses promesses? Alors, Benoît Hamon, il a un peu été pris justement. D'abord, il a commencé sa campagne assez tard parce que la primaire du Parti socialiste est arrivée assez tard. Pendant très longtemps, tout le monde pensait que Hollande serait candidat à sa succession. Puis, quand Hollande a décidé de ne pas y aller, le Premier ministre, Manuel Valls, a démissionné pour devenir candidat à la primaire. Et il a perdu cette primaire et c'est Benoît Hamon qui a été là. Benoît Hamon a sans doute payé le fait que cette campagne a démarré tardivement et qu'il a mis du temps à s'organiser. Il a sans doute aussi payé le fait que dans ce paysage dont on parle depuis le début, Emmanuel Macron est apparu comme une force plus crédible pour avoir quelqu'un d'autre qu'un candidat de droite au deuxième tour. Et beaucoup de gens du Parti socialiste, beaucoup plus de gens de gauche que de droite ont rejoint Macron et l'équipe de Macron, et notamment beaucoup de gens du Parti socialiste et un certain nombre de gens qui avaient participé à la primaire du Parti socialiste, dont Manuel Valls, ont annoncé qu'ils allaient voter pour Macron alors qu'ils s'étaient engagés à voter pour le candidat qui gagnerait la primaire. Donc il y a aussi un problème d'organisation et de mobilisation et d'unité de son propre camp, de son propre parti. Et puis il paye le fait qu'un certain nombre de gens qui sont déçus du Parti socialiste ne pensent pas que Benoît Hamon, que la différence que Benoît Hamon a avec François Hollande suffit à rendre crédible une candidature socialiste. Et il y a beaucoup de gens de gauche qui pensent que voter Mélenchon, c'est aussi une manière de dire au Parti socialiste que la politique du gouvernement des 5 dernières années était une mauvaise politique. Ce qui est assez paradoxal parce que Benoît Hamon, précisément, était pas très favorable à la politique. Il a quitté le gouvernement à un moment où, justement, il avait un désaccord avec la politique de Manuel Valls et de François Hollande. Et il a proposé un projet qui est très différent de ce que Manuel Valls et François Hollande et Jean-Marc Ayrault, au début du quinquennat, ont fait comme politique. Mais manifestement, il a eu du mal, effectivement, à rallier les gens et à les convaincre qu'il était une option crédible. Et à partir du moment où il a commencé à descendre dans les sondages et Macron a augmenté, c'est devenu très difficile pour lui d'exister politiquement. Monsieur Lafond, je vous remercie d'avoir participé à notre émission et de vos analyses éclairantes. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci. À bientôt peut-être. À bientôt, au revoir. Au revoir. Nous avons parlé avec Manuel Lafond-Rapnouil sur l'élection présidentielle en France. Merci de nous avoir suivis.